Bonjour à tous, c'est Simon et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que je suis là pour vous causer des Crimes du futur de David Cronenberg. Cronenberg, c'est un immense metteur en scène, on verra un petit peu après pourquoi, qui nous propose là un mélange de science-fiction, d'anticipation et d'horreur assez particulier. Et quels sont donc ces fameux crimes du futur? Eh bien, c'est l'histoire d'un artiste, plasticien, performeur dans un monde éloigné du nôtre de quelques années, mais pas beaucoup plus, qui a comme art eh bien, l'habitude de se faire ouvrir le bide et retirer des organes parce que il a des organes en rab qui poussent. C'est un peu particulier, n'est-ce pas? Et c'est sacrément intéressant, un peu gerbatoire et fascinant. Pourquoi? Eh bien, peut-être que si vous n'êtes pas familier du cinéma de Cronenberg, vous avez l'impression que c'est un cinéaste d'auteur typique des grands festivals traditionnels comme Cannes. Mais pas du tout. C'est un auteur qui nous vient de l'horreur, qui vient de la série B, qui vient d'un cinéma organique, qui grouille. C'est un des maîtres, un des créateurs, un de ceux qui a façonné ce qu'on appelle aujourd'hui la body horror. La body horror, comme son nom l'indique, c'est une horreur basée sur le corps, ses altérations, ses transformations, ses modifications, et comment elle nous métamorphose conséquemment. Et ce que ça a d'intéressant, c'est que c'est à la fois un concept qui est potentiellement, on va dire, très intello, quels sont les rapports entre la chair et l'esprit, comment s'interpénètrent-ils, et en même temps, un vrai ressort viscéral de notre rapport à la peur, à l'angoisse. Qu'est-ce que c'est de changer, de se transformer? C'est aussi évidemment un genre qui est pourvoyeur d'images très violentes, très chocs, d'images gore, donc ça rassemble comme ça beaucoup de vecteurs différents du cinéma et du cinéma horrifique, et c'est ce qui fait de ce film un truc assez ahurissant. Parce que je vous le disais, il a commencé dans la série B, Cronenberg, puis il s'en est éloigné, il s'est baladé autour, il est allé dans plein de genres différents, plein de types de récits différents, mais il est aussi allé, il faut bien le dire, effectivement vers un certain cinéma d'auteur, très volontiers intellectuel, voire littéraire. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on n'avait pas vu de film de lui depuis 8 ans et qu'il était parti s'essayer à la littérature. Mais là, il est de retour avec un film Testament. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que c'est son dernier film. La preuve, il a officialisé la mise en chantier d'un prochain projet ces jours derniers, au moment où j'enregistre cette vidéo. En revanche, c'est un film dans lequel il opère un retour sur toute son œuvre, où il va faire énormément d'autocitations, énormément d'hommages à ses propres travaux, et où il va en permanence faire popper, surgir beaucoup de sous-intrigues, d'éléments visuels, de références à ses travaux précédents et à tous ces films monstrueux du passé. Néanmoins, contre toute attente, il arrive à en faire un truc intéressant, parce qu'en général, quand un metteur en scène fait ça, c'est souvent un chouïa de la branlette, c'est parfois extrêmement stérile, c'est régulièrement d'un ennui, j'allais dire poli, mais pas poli du tout. Bref, c'est souvent quelqu'un qui a envie de nous délivrer un message important sur sa propre carrière et qui ne peut satisfaire, on va dire, que les fans BA et les historiens de l'art. Bah là, pas du tout, parce que justement, Cronenberg tente de faire un truc qui est très casse-gueule, il n'y arrive pas en permanence, mais il y a vraiment des moments de grâce démentiels dans le film, il arrive à faire tenir sur une même ligne son penchant très froid, très autorisant, et son penchant extrêmement organique, déviant, brutal, sale gosse. Et voir les deux cohabiter, bah ça pour le coup c'est vraiment réjouissant, et d'autant plus que c'est fait de manière finalement assez naturelle, et puis donc on va assister à ce spectacle un peu fou, d'un monde qui est à la fois exactement le même que le nôtre, et pourtant dans lequel on le sent, je vais pas vous révéler pourquoi bien sûr, mais dans lequel on le sent, il y a eu des modifications profondes de l'humanité, et où tout est à la fois en train de renaître et de disparaître. Et donc on suit cet artiste qui est tour à tour un espèce d'artiste postmoderne, un peu précieux, voire prétentieux, qui peut agacer, et puis dans certains moments un type qui fait des recherches, qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre ce qu'il fait, de donner du sens à tout ça, qui est authentiquement inquiet de ce qu'il devient et de ce qu'il va laisser comme trace, qui se questionne aussi sur le sens de son art. C'est-à-dire que c'est pas un artiste moderne qui serait juste ravi d'être là, oui bonjour, j'expose des trucs chelous, mais qui s'impose de vrais cas de conscience, et donc tout ça va irriguer tout le film, parce que Dieu sait qu'on va en voir du charcutage dans ce long métrage, que vous allez voir des trucs assez terribles, mais c'est jamais pour vous choquer, c'est jamais pour vous le jeter à la tronche, c'est toujours pour questionner notre rapport au corps, à l'image du corps, et aussi aux sévices. La question du beau, en permanence du beau et du vulgaire. Et le film a cela de malin qui joue un peu contre lui. C'est-à-dire qu'il fait sa propre autocritique en disant « Mais bien sûr que ça peut être terriblement relou d'être aussi théorique. Mais regarde, je suis aussi capable de t'emmener dans un authentique film de genre qui va bien te rouler dessus et bien te casser la tête. » Je trouve que réussir à tenir ces deux mamelles de l'horreur, c'est extrêmement intéressant. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous aviez un film d'elevated horror qui était capable aussi de manier quelque chose de vraiment méchant, vraiment énervé et vraiment bourrin. Et voir comment les deux dialoguent entre eux, ça c'est passionnant. Et puis il y a un autre truc qui va intéresser, je pense, les fans de Cronenberg, je vous l'ai dit, il s'autocite énormément. Alors non seulement c'est fait de manière super cohérente, donc ça fonctionne, donc c'est plaisant, mais surtout, je crois que c'est un film qui crée un truc
vachement fort dans son œuvre. Il y a deux longs métrages qu'il a réalisés qu'on rapproche souvent, c'est Vidéodrome et Existence. Deux films qu'il faut absolument que vous voyez si vous ne les avez déjà vus, deux grands films cultes qui eux aussi traitaient d'une chair qui se transforme, de l'humanité à la veille d'une métamorphose absolue, d'un changement de paradigme, du pouvoir de la fiction et de la création sur nos corps, sur nos âmes, sur nos cerveaux. Avec Les Crimes du futur, Cronenberg opère un tour complet, c'est-à-dire il en fait une trilogie thématique. C'est d'autant moins innocent que Les Crimes du futur, c'était déjà le titre d'un de ses premiers moyens-métrages qui lui était presque exclusivement théorique, qui était intellectuellement assez passionnant, mais formellement, je veux dire, il y a plein de gens que le film agace, c'est assez légitime, ça se comprend. Mais à côté de ça, bah là, tout d'un coup, il arrive non seulement à proposer, on va dire, une troisième phase de toutes les questions posées dans Vidéodrome et dans Existence, une troisième lecture de comment la nouvelle chair advient, comment l'humanité se métamorphose, comment elle devient elle-même un artefact technique. Le film s'intéresse aussi de manière assez vicieuse à la question du transhumanisme, mais surtout elle le fait du coup en éclairant, on va dire, a posteriori, ces deux chefs-d'œuvre que sont Vidéodrome et Existence. Et vous allez retrouver des images absolument sidérantes que vous avez d'ailleurs déjà pu entreapercevoir dans les bandes annonces où on s'ouvre le bide à qui mieux, où la sexualité est interrogée on va dire dans ses rapports sensuels, mécaniques, dans des échanges de fluides qui peuvent être de nature variée et différente. Le film a comme ça une capacité à jongler entre tous ces thèmes, toutes ces thématiques, toutes ces horreurs, avec un truc moi qui fait mon bonheur, vous allez de temps en temps vous retrouver devant un hommage par exemple à Faux Semblant, ce fameux film dans lequel deux chirurgiens qui se trouvaient être jumeaux et gynécologues avaient une pratique de leur art qui ne plairait pas forcément à nos amis véganes les plus intenses. Vous allez trouver aussi de grands et beaux hommages par exemple à l'esthétique de Giger, le type qui a inventé le xénomorphe d'Alien. Je vais pas évidemment vous faire un inventaire à la Prévert de tout ce qu'on trouve dans le film, ce serait un peu stérile et ça ne servirait à rien, mais tout ça pour vous dire qu'il réussit cette gageure d'être à la fois un film musée, mais un film musée dans lequel les tableaux et les statues tout d'un coup le soir s'animeraient, se réveilleraient et poursuivraient leur gardien pour lui dire non, t'as pas bien compris pourquoi on est entreposé là. Et ça, c'est vraiment à la fois très touchant si vous connaissez l'œuvre de Cronenberg, extrêmement étonnant si vous n'en êtes pas familier, ça donne évidemment envie ou de la découvrir ou de s'y replonger, et tout ça, ça fait des Crimes du futur, ouais, une œuvre assez folle qui est à la fois spectrale, ironique, mordante et en même temps extrêmement sincère. Et moi, ce qui achève de me toucher, c'est qu'en fait, ce personnage central, cet artiste qui s'interroge, qui se dit mais est-ce que je fais bien mon métier comme il le faut, quel est le message que je transmets, quel est le message derrière mon message, et est-ce que je suis pas un énorme salopard? C'est évidemment une figure de Cronenberg, et ça n'est pas pour rien qu'il est vieux, qu'il est fatigué, qu'il est malade, voire malingre. Je veux dire le personnage dans le film, c'est parce que justement Cronenberg utilise aussi ce film pour se questionner sur ce qu'il a fait jusqu'à présent, et il nous dit en substance, mais peut-être qu'à certains moments je me suis fourvoyé, peut-être que, en transmettant mon message, j'en avais un autre, en sous-main, un peu comme le faisait Spielberg dans Ready Player One, et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Ready Player One, je parle bien de démarche. Eh bien, il ausculte et son passé de créateur, et ses créatures, et ses propres films. Et puis, il faut dire un petit mot des comédiens. C'est intéressant de retrouver encore Viggo Mortensen, qui est vraiment devenu, au cours des 2 dernières décennies, l'acteur fétiche de Cronenberg, et en fait quasiment son alter ego. Et c'est très intéressant de voir comment Cronenberg, le film vieillissant, le film troublé, le film dans le doute, et encore à nouveau fait de ce personnage et de ce comédien une excroissance, une excroissance de lui-même. Et là aussi encore bien sûr il y a quelque chose sur le statut du corps, de son étude par le cinéaste, et vraiment la manière dont tous les deux collaborent, c'est un très très beau spectacle à voir. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont assez réticents, qui n'apprécient que modérément Kristen Stewart ou Léa Seydoux, et c'est l'occasion peut-être de réviser un peu votre jugement, parce que si Cronenberg n'a jamais été un immense directeur d'acteurs, c'est en revanche souvent quelqu'un qui sait exactement comment placer un comédien pour en obtenir quelque chose de nouveau, une couleur, une tonalité inattendue. Et par exemple, voir Léa Seydoux dans ce rôle faussement glacial pour une fois, mais en réalité totalement passionné de Caprice, cette chirurgienne, assistante, partner in crime, complice du personnage de Mortensen, elle est vraiment fascinante. Et on se demandera en permanence, tour à tour, si elle est complice, autrice, victime, manipulée, manipulatrice, et vraiment elle mène ça d'une main de maître. Et puis à côté il y a Kristen Stewart dans un rôle ça faut pas trop en dire, mais on va dire de fonctionnaire sur le point d'exploser, qui est d'une intensité, d'une fébrilité et d'une sensualité dans le film qui sont tout bonnement sidérants. Encore une fois, elle est souvent méprisée et sous-estimée à tort par une partie du public, et c'est l'occasion de vous faire mentir, de vous faire vous tromper. Allez donc vous risquer à voir ce que ça donne quand elle s'essaye à la chirurgie, donc au nouveau sexe.
tout ça, eh bien, ça fait des crimes du futur, quelque chose d'incroyablement remuant, d'incroyablement troublant, à la fois de fascinant, de violent, de dégoûtant, de joli, d'excitant, un peu comme le sexe en fait finalement. Et c'est un film qui vous apprendra, comme Vidéodrome, comme Existence, ce qu'est la nouvelle chair, et qui vous dira aussi que la chirurgie c'est peut-être le nouveau sexe, qui est discutable, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dis, on verra bien. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à cette chaîne YouTube bien sûr, mais aussi à Écran Large, parce que vous pouvez devenir, si vous en avez envie, et puis si vous en avez les moyens, pour quelques euros sonnants et trébuchants, membre premium de la communauté, le lien est en description de cet article. Et vos petits sous, vos vaillants euros, nous donneront la possibilité de vous faire quelques petits articles réservés aux membres premium. Ils sont au nombre de 4 par semaine, et ce sont des gros et beaux dossiers sur des œuvres ou des auteurs ou des autrices que nous adorons, qui nous passionnent, qu'ils soient cultes, mal aimés, sous-estimés, ou tout simplement qu'on ait envie d'en causer. Pour vous donner un exemple, ces derniers jours, on aura parlé de Vampire de John Carpenter, de Soi Kuba, ou encore de Tree of Life, des films bien différents. On est même revenu sur Le Crash de Michel Vaillant, énorme film ambitieux français qui a eu un peu un crash, pour vous rappeler David Cronenberg. Bref, autant de films dont on a envie de vous causer régulièrement et qu'on vous cause si vous êtes membre premium d'Écran Large. Portez-vous bien et à très bientôt.